Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette belle journée de juillet sans nuages pour ce nouveau live LinkedIn Humanis consacré au métier du cloud. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché du cloud explose et peut-être à la clé de belles opportunités de carrière pour vous. Donc c'est pour nous l'occasion de faire le point sur les nouveaux métiers du cloud et peut-être pourquoi rejoindre Humanis. Donc ce que je vous propose, c'est de me suivre, on va aller rencontrer tous nos experts ici présents sur le Valois. Allez, c'est parti! Sachant que je vous invite bien entendu à nous poser questions, on y répondra après nos différentes interventions dans quelques minutes. Donc pour démarrer ce live, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Fanger. Marc, bonjour. Bonjour Cyril. Donc Marc, tu es notre directeur technique. Donc c'est avec toi que l'on a préparé ce live. Alors je t'avoue, lorsque tu es venu me voir pour me dire, Cyril, ça serait bien qu'on fasse un live sur les métiers du cloud. Je t'avoue que j'étais un peu surpris parce que le cloud, ça fait 10 ans qu'on en parle. Qu'est-ce qui justifie l'organisation d'un live sur les métiers du cloud en 2021? Alors, beaucoup de choses justifient de parler du cloud aujourd'hui, prioritairement le contexte. Le contexte pandémique à l'heure actuelle a poussé les gens à se rendre compte qu'il était tout à fait possible de gérer ces infrastructures à distance, et donc pourquoi pas sur le cloud. Ça, c'est le premier. La deuxième chose, c'est que les appréhensions et les peurs liées au cloud que pouvaient avoir nos clients, partenaires, sur le fait de migrer des applications sur le cloud, ont peu à peu disparu, ou du moins, aujourd'hui, on sait les gérer. Donc, on peut passer aujourd'hui sur toute ou partie de son système d'information sur le cloud, sans problème majeur, et ça a fait naître les choses dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir toute une série de métiers liés à ces activités sur le cloud. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, le cloud n'est pas réservé à une caste de grandes entreprises, ça s'est véritablement démocratisé. Tout le monde fait du cloud. Exactement, tout le monde fait du cloud, y compris les acteurs historiques qui avaient des problématiques légales pour passer sur le cloud. Aujourd'hui, vous entendez parler de cloud de confiance, de choses comme ça, c'est-à-dire qu'on essaye de sécuriser le cloud pour permettre à toutes les entreprises de passer sur le cloud. Ouais, sachant qu'on le verra tout à l'heure, il y a des métiers liés à la sécurité sur le cloud Exactement. parce que c'est un vrai enjeu. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et de passer en revue tous ces métiers, peut-être, je pense que ça pourrait être pas mal que tu nous résumes les grandes étapes d'un projet du cloud, parce que derrière, j'imagine qu'il y a, en Oui, fonction des étapes, il y a des métiers qui sont sollicités. tout à fait. Aller vers le cloud, c'est tout d'abord penser le cloud. Donc, c'est une phase de design, d'architecture, de conception. Ensuite, on va tomber dans des étapes de construction de ces plateformes cloud ou de mise en exploitation de ces plateformes cloud, qu'on a appelées respectivement build pour la phase de construction et run pour les phases d'exploitation. En parallèle, on a toute une série de métiers qui interviendront sur ces plateformes de cloud, et notamment, puisque c'est le cœur de l'ADN d'Humanis, à savoir les métiers autour de la data, un certain nombre de profils autour de ces activités data, mais sur le cloud cette fois-ci. Et puis des fonctions transverses qui vont venir chapeauter les autres activités, les autres étapes de ces mises en œuvre cloud, notamment des formateurs, puisque le cloud est une rupture technologique pour pas mal d'entreprises. Il faut acculturer les organisations à utiliser le cloud, donc il faut des formateurs qui viennent expliquer ce que sera le quotidien des gens qui vont travailler sur le cloud. Et puis, une fois qu'on aura mis en œuvre ces plateformes cloud, eh bien, il faudra des formateurs de nouveau qui viendront expliquer comment ça fonctionne au quotidien à ces métiers qui seront utilisateurs de ces plateformes cloud. En parallèle, on aura évidemment des experts un peu plus typés, notamment, et c'est un point essentiel de la démarche, des gens qui vont monitorer non pas les plateformes, comment elles tournent, mais ce qu'elles coûtent. Puisque l'une des plateformes du cloud, l'une des promesses du cloud, c'était justement de faire des économies. Mais pour pouvoir en faire, il faut surveiller au quotidien l'activité financière de la plateforme, c'est ce qu'on appelle les opérations FinOps. D'accord. Donc au final, hein, quand on a préparé, on arrive avec une liste de 20 métiers. Hein, on est tombé sur un chiffre rond. Exactement. Et donc ce que je te propose, c'est qu'on va aller retrouver des gens que tu connais très bien, puisque tu travailles au quotidien avec eux. Et on va passer en revue ces 20 métiers. L'idée, c'est de comprendre qui fait quoi.
Avec plaisir. Alors, suis-moi, Marc, on va aller dans l'auditorium, sachant en même temps, ça vous permet de découvrir nos locaux Humanis ici. Nous sommes au siège à Levallois. Et Humanis est présent dans toute la France et aussi à l'international. Donc voilà, je vois nos prochains invités. Donc je vais vous les présenter. Stan, si tu peux. Marc, ce que je te propose, c'est de t'asseoir. Donc, je vous présente Yann Carpentier-Gregson, qui est Practice Manager Conseil chez Humanis. J'aurais dû être galant, là, je n'ai pas été. C'est pas terrible de ma part. Marie Benoît, qui est notre responsable recrutement sur la partie Île-de-France. Et Stéphane Avro, qui est notre directeur du conseil data chez Humanis. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer en revue tous ces métiers. Et Yann, on va démarrer avec toi. Donc, je te propose de venir au tableau. Ça va peut-être te rajeunir de quelques années. Comme à l'école. Hein, voilà, comme à l'école. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec toi un petit peu. Tu vas nous expliquer un peu quels sont les métiers sollicités sur la partie design. Hein. Lorsqu'on lance un projet, comme tout projet, il y a une partie design. Quand on lance un projet ou qu'on lance un cas d'usage, la première chose à faire, c'est quand même de réfléchir un peu à ce qu'on va faire. Donc c'est dans ce rôle-là que les architectes interviennent, avec chacun sa spécialité et chacun son domaine de réflexion. Donc celui qu'on rencontre le plus souvent, c'est celui que les éditeurs cloud mettent en avant. C'est l'architecte solution cloud qui est là pour choisir dans la marketplace et dans le catalogue de services du cloud provider les bons services pour développer le use case. Donc ça revient à choisir sur catalogue les briques de Lego qui vont composer le projet. D'accord. Donc choisir les logs, choisir l'outil qui va manipuler, qui va traiter. Donc c'est, on va dire, sur un projet on-prem, ce qu'on aurait pu appeler un tech lead, qui est là pour cadrer les développements à l'intérieur du projet. Donc son rôle est très important. Son rôle est important, mais tous sont importants, on y reviendra juste après. D'accord. L'architecte applicatif cloud, c'est celui qui s'assure aussi qu'on n'est pas focalisé trop sur le cas d'usage et que le projet a sa cohérence vis-à-vis, on va dire, de l'architecture applicative globale de l'entreprise. Donc, qu'il n'y a pas de doublon, qu'on s'assure qu'on ne fait pas plusieurs fois les mêmes choses au même endroit, qu'il n'y a pas un logiciel ou un projet qui fait la même chose ailleurs. Donc, son rôle dans le cloud, c'est s'assurer aussi que la cohérence globale au niveau architecture applicative de l'entreprise est conservée. D'accord. Pourquoi on parle d'un architecte data? C'est que, Humanis, la data, on fait quasiment que ça, mais aussi parce que sur le cloud, on travaille beaucoup sur les données. Donc, son rôle, c'est de s'assurer que tout est bien modélisé correctement et conforme aux réglementations. Le passage vers le cloud pour beaucoup d'entreprises, c'est aussi l'occasion de se remettre un peu au carré vis-à-vis des réglementations, soit le code de la santé, le RGPD, et de s'assurer aussi que tout est gouverné correctement et implémenté correctement, puisqu'on a pu voir sur pas mal de clients que la data dans le cloud, ça ne se met pas n'importe où, n'importe comment, qu'il y a des façons de la sécuriser, des façons de l'organiser qui ont un impact sur le reste de l'architecture. D'accord. Et donc, 3 architectes, ça fait en général 4 ou 5 avis différents. Et donc, il faut quelqu'un qui s'assure que tout le monde marche dans le même sens et que tous les avis, même s'ils sont chacun de sa fenêtre tout à fait pertinents, vont bien sur un consensus commun qui est utile à l'entreprise et tout au moins qui garde une cohérence et une vision globale. Donc c'est l'architecte cloud qui est, à la différence de celui que les cloud providers appellent l'architecte cloud, ce que nous on appelle cloud solution architect, il a vu tous les métiers, aussi bien la sécurité, le backup, la reprise sur incident. Il connaît les métiers des autres spécialistes et il est capable de donner la vision d'ensemble et de s'assurer que le projet, certes, il est livré dans les temps, il est conforme du point de vue architecture applicative, mais il ne va pas compliquer le boulot de la prod, pas compliquer le boulot du helpdesk, pas mettre l'entreprise en risque en cas d'incident ou en cas de, on va dire, un data center strasbourgeois qui explose, s'assurer que toutes les mesures qui garantissent la pérennité de VSI sont gardées. Donc ça veut dire que lui, c'est quand même quelqu'un d'assez senior. C'est la différence par rapport à quelqu'un qui connaît simplement la marketplace de l'éditeur, c'est que lui a suffisamment de vécu et suffisamment de baffes au cours de sa carrière pour savoir ce à quoi il faut penser et ce qu'il ne faut pas oublier quand on se concentre sur le cas d'usage. Donc on ne peut pas être architecte cloud à 25 ans. Non. Il faut 10-15 ans d'expérience dans l'architecture IT pour avoir ce rôle transverse. D'accord. Donc là, c'était les métiers du design, hein, donc beaucoup d'architectes.
Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va passer au build et au run. Et Marc, si tu veux me rejoindre, merci Yann. On se retrouvera après pour d'autres. Alors, donc après le design viennent le build et le run. Il s'agit maintenant de fabriquer la plateforme qui a été dessinée par les architectes. Et là, je vois que sur cette partie, il y a 4 métiers qui interviennent. Il y a 4 groupes de métiers. Alors, le premier que l'on trouve à l'heure actuelle, parce que ça va de pair à l'heure actuelle, c'est l'ingénieur DevOps Cloud. Sachant que le DevOps Cloud, il a plusieurs fonctions très différentes les unes des autres, donc ça va pouvoir revêtir plusieurs réalités différentes. Le DevOps Cloud, c'est d'abord ceux qui réalisent les bouts de code, qui vont implémenter les composants qu'on a choisis. Donc, c'est plutôt un rôle DevOps infrastructure, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure as a code, et ces gens-là vont pondre les scripts nécessaires ou les bouts de code nécessaires pour pouvoir déployer cette infrastructure sur le cloud de manière automatisée et potentiellement répétitive. Le but, c'est de pouvoir éventuellement rejouer, refabriquer une plateforme à la demande, simplement en clic-bouton. La deuxième partie, c'est que ces ingénieurs DevOps, ils vont aussi participer à certaines phases de développement et notamment, ils vont prendre en charge la réalisation des pipelines d'approvisionnement de données, c'est leur rôle. Ils vont prendre en charge tout ce qui va être intégration continue et déploiement continu. C'est pour ça qu'on parle de DevOps. Ils vont soit les outiller, c'est-à-dire mettre en place les outils nécessaires aux autres ingénieurs et aux autres participants qui vont utiliser donc ces chaînes DevOps avec les outils associés, c'est à eux de le prendre en charge. La fonction d'administrateur cloud, c'est différent. C'est les gens qui vont administrer le cloud, on va dire, au quotidien. Alors, ça veut dire quoi, administrer le cloud au quotidien? C'est s'assurer principalement que tout fonctionne comme attendu. Quand je dis tout fonctionne comme attendu, c'est que chaque brique composante que vous mettez en place pour faire une plateforme cloud a un fonctionnement spécifique. On s'assure, et c'est le rôle de l'architecte notamment, que ça collabore avec l'ensemble des autres briques. Encore une fois, ce n'est pas de l'administration ici, c'est de vérifier que ça fonctionne comme l'ont conçu les architectes de l'étape de design. Les ingénieurs plateforme et de virtualisation cloud, c'est encore une fois des couples de profils, on va dire, ou des typologies de profils. L'ingénieur plateforme, c'est celui qui, au quotidien, travaille sur la plateforme, va vérifier tous les matins que les briques sont opérationnelles, qu'elles fonctionnent comme attendu, qu'il n'y a pas de défaut. Éventuellement, ils mettent les coups de tournevis qui vont bien pour faire redémarrer ce qui aurait pu tomber en panne la soirée, dans la nuit, ou pour des raisons de surcharge ou de choses comme ça. C'est aussi eux qui monitorent et qui vont lever les alertes en cas de, on va dire, de surexploitation d'une plateforme qui risque de tomber parce qu'on dépasse un petit peu les capacités qu'on avait réservées. Et puis, ils ont aussi des notions de virtualisation. Donc là, c'est encore un autre pan, puisque sur le cloud, on peut travailler soit avec des composants plutôt sans administration, ce qu'on appelle le PaaS ou le SaaS, mais on peut aussi travailler avec des machines virtuelles. Et c'est pour ça qu'on parle de virtualisation, et c'est notamment ces ingénieurs de plateforme d'aller vérifier ou mettre en œuvre ces machines virtuelles. Et enfin, les développeurs ou intégrateurs cloud, c'est tous les gens qui vont travailler à la mise en œuvre de composants plutôt de type applicatif qui vont permettre de fonctionner, de faire fonctionner des applications sur ces plateformes cloud. Alors, c'est soit je fais des logiciels que j'ai développés, en mode notamment SaaS, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'administration, et je m'assure du bon développement, je respecte les règles de développement native cloud, c'est-à-dire conçues pour le cloud nativement, ou bien il y a aussi une partie de développement pour migrer des applications qui au départ étaient dans les locaux de la société, qui vont devoir s'adapter à l'architecture du cloud, et il y a un certain nombre d'opérations d'intégration pour porter ces applications qui étaient auparavant dans les infrastructures du client, pour les porter dans le cloud, il faut modifier légèrement leur conception et leur fonctionnement. Très bien, Marc. Donc, on a parlé de design, de build, de run. Maintenant, on va parler des fonctions transverses. Et donc, j'appelle Yann à venir me rejoindre de nouveau. Sachant que je vous précise, pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct d'Humanis. Et donc, nous avons organisé pour vous ce live consacré au métier du cloud. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. On y répondra après la présentation de ces différents métiers. Alors, Yann, je change la slide.
Alors, les métiers transverses, donc on parle quoi de chef de projet, c'est ça? Le premier, c'est le chef de projet. Parce que quel que soit le niveau d'agilité. Tiens, approche-toi comme ça, Ouais. ça permet de. Voilà. Pas trop près, parce qu'après, Ouais. Donc, quel que soit le niveau d'agilité, on a toujours besoin de chef de projet ou d'équivalent. Donc, la spécificité d'un chef de projet cloud, c'est que les interlocuteurs et les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Pour la plupart des plateformes cloud, elles sont beaucoup moins stables et beaucoup moins cristallisées qu'on peut avoir sur des projets on-prem traditionnels. Et donc, il faut avoir pour un chef de projet cette sensibilité cloud pour ne pas oublier que les interlocuteurs fonctionnent différemment, que les problématiques vont être les mêmes et qu'il n'aura pas forcément les mêmes choses à prendre en compte pour faire avancer son projet. On ne peut pas passer d'un projet on-premise à un projet cloud en 2 temps, 3 mouvements. Non, il y a quand même une phase d'acculturation à faire pour s'assurer qu'on ne va pas prendre les mauvaises habitudes ce qui était de bonnes habitudes sur le on-prem qui peuvent devenir de mauvaises habitudes ou des points qui ne vont pas avoir la même importance. D'accord. Alors pour la partie sécurité, donc les 3 profils qui sont après, je pense qu'on va plutôt faire appel à notre vieux sage qui est là-haut. La sécurité, c'est son domaine. Voilà. Parce que jusqu'à présent, c'était un sujet un peu presque pas tabou, mais c'était un sujet qui a généré quand même pas mal de... Alors c'était le point d'attention des sociétés qui ne voulaient pas aller dans le cloud, elles avaient peur, tout bêtement. On pensait que le cloud n'était pas sécurisé. En fait, on va lever ce tabou rapidement, tous ensemble. Le cloud, c'est aussi sécurisé que ce que vous faites chez vous. C'est ni plus ni moins, il y a les mêmes composants. Là où ça pêche un tout petit peu, c'est que sur le cloud, étant donné que les composants de mise en œuvre de la sécurité étaient nouveaux, on ne savait pas les mettre en œuvre correctement. C'est aujourd'hui quelque chose qui tend à disparaître et on commence à avoir des gens spécialisés dans la sécurité du cloud. Alors, le premier aspect, c'était bien sûr qu'on ne connaissait pas les briques. Le deuxième aspect, c'est que le cloud est un point centralisé qui va focaliser l'attention des attaquants. Ça veut dire qu'en fait, on se dit, si j'attaque ce cloud-là, je vais pouvoir faire mon marché et attaquer n'importe quoi, puisque derrière, il y a des masses de systèmes d'information accessibles. C'est très bien sécurisé et les fournisseurs cloud prennent en charge la sécurité externe du réseau. Vous n'avez plus qu'à vous occuper en fait de tout ce qui se passe à l'intérieur de votre plateforme cloud. On retrouve des chefs de projet dont le rôle est de s'assurer qu'on a mis en place toutes les patterns de sécurité nécessaires pour que la bulle cloud ou la plateforme cloud que l'on opère soit sécurisée. Donc son rôle, c'est lui de s'assurer que toutes les étapes ont bien été respectées et qu'on a suivi la mise en œuvre de la sécurité sur cette plateforme cloud de bout en bout. L'architecte, c'est lui qui va concevoir et qui va définir les briques de sécurité et qu'est-ce qu'on va protéger et aussi comment. Donc il va essayer de voir un petit peu quels sont les éléments, les assets que l'on doit protéger à l'intérieur de cette plateforme cloud et il va sélectionner un certain nombre de composants on va dire, zone par zone à l'intérieur de la plateforme pour dire si quelque chose qui est exposé sur Internet, parce que j'ai un serveur web, je vais y mettre un certain nombre de composants de protection. Quelque chose qui est beaucoup plus à l'intérieur de mon système d'information et qui n'est pas du tout exposé, je vais pouvoir le protéger, on va dire, de manière basique. Il n'y a pas besoin de mettre des créneaux tout autour de ma bulle, par exemple, de gestion de données. L'analyse sécurité, lui, il a un rôle très différent, puisque dans la mise en œuvre de la sécurité, la première des choses que l'on doit faire, c'est de référencer tout ce qu'on a à protéger. Donc, dans une démarche sécurité, donc dans une démarche de cybersécurité, la première des étapes, c'est de savoir ce qu'on doit protéger, c'est ce qu'on appelle le relevé d'assets, et il faut lister tout ce qui doit être protégé, et surtout faire l'analyse de risque pour savoir si ça, c'est corrompu, quel est l'impact pour ma société. Donc, l'analyse sécurité cloud, c'est quelqu'un d'essentiel dans cette démarche, puisque c'est la personne qui va dire, voilà, si je perds mes données, parce que mon système de stockage a été attaqué, quel est l'impact pour l'entreprise? Si je les perds, on imagine un impact, mais si, par exemple, par une intrusion malveillante, quelqu'un peut sortir ou extraire quelques données, qu'est-ce que ça a comme impact pour mes clients, pour ma société, et ainsi de suite. L'ingénieur sécurité cloud, c'est lui qui va mettre en œuvre en fait tout ce qu'aura pensé l'architecte prévu pour protéger, ce qu'aura imaginé les éléments à protéger, l'analyste de sécurité cloud. D'accord. Et puis le dernier, je vais laisser l'expert. Là, c'est l'expert. Donc, parce que tu nous l'as dit, là on va parler argent. La première chose qui arrive lorsqu'on réalise un projet cloud, avant même d'avoir réalisé le projet, c'est la première facture.
c'est la première surprise. Le cloud, c'est pas que ça coûte cher, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ça coûte. Donc le FinOps, ce n'est pas simplement un ingénieur plateforme qui va éteindre les machines la nuit et qui va télécharger les rapports sur le portail pour dire bah, voilà ce qu'on a consommé ce mois-ci. C'est aussi celui qui va permettre de comprendre où part l'argent. Vérifier que chaque cas d'usage qui est développé a bien un ROI positif, parce que bon, ça ne sert à rien de mettre en marche quelque chose si au final ça coûte plus cher que ce que ça rapporte, et qui va permettre d'expliquer les chiffres. Chaque cloud provider a sa propre pricing sheet, légèrement incompréhensible. Donc, décoder tous les chiffres qui sont là, savoir pourquoi ça coûte, comment faire que ça coûte moins, et ne pas faire de surinvestissement et de surqualité en disant bah, ça coûterait 10 jours de dev pour réduire la consommation, mais on met 1 an et 1 an et demi pour l'amortir. Donc, c'est plus un contrôleur financier capable de comprendre la technique du cloud et voir ce qu'il y a derrière, et quelqu'un qui est capable d'emmener sur du pilotage financier. Donc, pas vraiment un technique, mais plus un contrôleur de gestion. C'est un directeur financier du cloud. Voilà. Et capable de se prendre les jours de consommation. Et eux, ils interviennent dès le début du projet ou est-ce qu'ils arrivent plutôt en mode pompier une fois que le projet est lancé, on se rend compte, ça nous coûte, c'était pas prévu cette facture. Ça dépend ce qu'on cherche à piloter. S'il s'agit juste d'éteindre l'incendie quand le feu est à la maison, il intervient après le projet quand les factures ont commencé à exploser. Le mieux, c'est qu'il intervienne dès le début des projets pour pouvoir cadrer et, on va dire, estimer grosse maille en début de projet la trajectoire financière et l'affiner au fur et à mesure du développement pour ensuite arriver à quelque chose de l'estimation des coûts de run pour voir si on met en prod ou si on fait un sprint de plus pour optimiser. D'accord, donc ça c'est l'ingénieur Cloud FinOps. Merci Yann. Alors, qui dit projet cloud dit forcément projet data derrière. Et donc pour en parler, j'appelle Stéphane Avro qui est notre directeur conseil data. Bonjour Stéphane, merci d'être là. Sur un projet cloud, bien entendu, il y a des spécialistes data qui interviennent. Je te laisse nous présenter ces différents métiers. Alors, il y a des spécialistes data, c'est en fait même spécialistes qu'on avait sur les projets data classiques, mais qu'on va adapter au métier du cloud et aux spécificités du cloud. Mais on va voir que ça donne des perspectives nouvelles à tous ces profils-là qui étaient déjà sur les projets data avant et qui vont pouvoir peut-être ouvrir leur horizon sur leur savoir-faire sur ces métiers-là. On va retrouver le data ingénieur sur la partie cloud. Effectivement, on avait des data ingénieurs sur les projets BI, sur les projets Big Data. Aujourd'hui, sur la partie cloud, ça évolue. Et en fait, le data ingénieur, c'est celui qui va assurer le transport et le traitement de la donnée au sein de ces plateformes cloud. Donc là où avant, c'était très orienté traitement, aujourd'hui, il va falloir aller chercher la donnée, donc l'ingestion de manière très rapide et très efficace, toute la partie traitement et toute la circulation d'informations au travers de ces plateformes, mais également pour l'exposition de ces données. D'accord ? Donc, et du coup, ça fait appel à une palette d'outils qui est très, très importante. Donc, on sait que les plateformes cloud, elles sont connues pour leur évolutivité dans le temps. Ben, il va falloir que les data ingénieurs évoluent également avec ces plateformes-là et avec l'arrivée, l'émergence de nouvelles solutions sur ces plateformes qui vont venir faciliter la circulation de l'information. Donc, en fait, ça va être la personne qui va être en charge de prendre la donnée d'un point A à l'amener à un point B, quel que soit l'usage au sein de cette plateforme-là. Après, on va retrouver les data scientists et les data analystes. Aujourd'hui, c'est des personnes qui travaillent pour les data scientists en général sur des plateformes qui sont relativement isolées. Aujourd'hui, sur la partie cloud, on va retrouver des data scientists et des analystes libérés un peu. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup plus de possibilités. L'avènement de ces plateformes cloud permettent de mettre en place des labs d'exploration de manière très facile et leur permettre d'accéder à un volume d'informations très très important. Et ben, en tout cas, ça va leur permettre justement d'avoir beaucoup plus de solutions, d'avoir beaucoup plus de données à travailler sur leur cas d'usage. Donc c'est pour ça que je disais que c'était des profils un peu libérés parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de possibilités. Donc, ils sont moins confinés. Ils sont moins confinés, exactement. Voilà. Par contre, ils seront gouvernés. Je reviendrai après sur le rôle du data steward, mais ils seront gouvernés. Et ce qui est important, c'est qu'ils vont pouvoir faire leur exploration sur une plateforme qui est globale et faciliter l'industrialisation de ce qui est fait.
Donc en termes de possibilités, c'est accru. Et du coup, ils vont pouvoir évoluer là. Et on va retrouver les data analystes. Là aussi, ça vient également dans le sens de l'évolution de ces plateformes, de ce que ça propose aux métiers, aux analystes, aux personnes qui ne sont pas des développeurs à proprement parler. C'est des personnes qui connaissent leurs données et c'est eux qui vont sortir la valeur de ces données. Les data analystes également vont pouvoir aller sur ces espaces d'exploration de données et je dirais en termes d'évolution, en tout cas c'est la population d'utilisateurs qui vont ouvrir le plus leur chakra, en tout cas pour faire évoluer leur métier. D'accord, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, c'est en train de se casser. Les murs qui étaient entre ces personnages sont en train de se casser. Aujourd'hui, on rend la donnée au métier et les data analystes vont pouvoir utiliser ces plateformes cloud pour faire de l'exploration de données, pour faire de la data préparation, pour faire de l'analyse de données et qu'on puisse après industrialiser ça. Donc en fait, les DSI vont devenir en tout cas des entités qui se mettent au service des métiers et leur proposer des nouveaux services autour de la donnée. Les data analysts vont consommer ces nouveaux services pour la partie donnée. Donc quand on accompagne nos clients justement vers ces nouvelles plateformes, les métiers évoluent vers ces rôles de data analyst cloud avec beaucoup plus de possibilités. Et un profil qui est très très important et qui est lié à la partie gouvernance, parce que toutes ces plateformes-là, cloud, sont bien entendu gouvernées, parce que effectivement, il faut avoir des catalogues de données, il faut avoir de la traçabilité sur les données, il faut avoir de la sécurité pour donner accès à ces données-là. Et le data steward, il a un rôle très très important sur savoir qui a accès et qui doit avoir accès à certaines typologies de données, que les données sont référencées dans un catalogue, parce qu'effectivement, pour pouvoir accéder, les data analysts, pour qu'ils puissent accéder à une typologie de données et rechercher leurs données dans une masse d'informations qui est très importante, il faut que ces données elles soient régies et gouvernées de manière globale. Et donc, c'est le rôle du data steward de travailler sur la qualité, sur le catalogue, sur la traçabilité de la donnée également, et d'avoir une vision d'ensemble sur ces sujets-là. Et on va retrouver le data ingénieur full stack et data ops. Donc, en fait, c'est un peu les mêmes profils qu'on voyait tout à l'heure, qu'on présentait de toute manière Yann et Marc sur les profils cloud qui viennent régir un petit peu comment les traitements doivent être faits, puis packagés dans une logique de build, de run, pour que dans une plateforme cloud, en termes de best practice, fonctionne parfaitement. On retrouve ce profil-là adapté aux plateformes data. En fait, c'est un peu lui qui vient faire les paquets cadeaux à la fin pour que tout fonctionne correctement et que dans des cycles agiles DevOps, tout ça puisse fonctionner très parfaitement. Très bien, merci Stéphane. On a passé en revue 18 fonctions et de mémoire, il y avait dans l'équipe cloud, il y avait 20. Donc normalement, si on a fait les choses bien, il en reste 2. Donc alors on a appelé ça autre. Alors je ne sais pas si c'est très valorisant. Non, je pense que ce sont des postes importants. Alors il y a vraiment 2 typologies de profils très différents. On va commencer par les formateurs cloud. Les formateurs cloud interviennent en amont, puisqu'il faut acculturer les entreprises aux technologies cloud, parce que c'est un bouleversement pour pas mal d'organisations de passer sur le cloud. Ils avaient l'habitude d'avoir leur infrastructure chez eux, ils travaillaient, ils savaient à peu près où étaient leurs informations, ils ne se posaient pas de questions. Il faut acculturer un petit peu, alors c'est surtout le management, les têtes pensantes de l'entreprise et on va dire les gens qui gèrent des informations, qu'il faut acculturer parce qu'ils ont des peurs, légitimes ou pas, ce n'est pas la question. Eh bien, ces formateurs cloud interviennent en amont pour acculturer ces personnes en charge des informations cœur de métier de l'entreprise au fait que le cloud, ce n'est pas si dangereux que ça et qu'on va obtenir grosso modo à minima ce que l'on avait avant et on va essayer d'obtenir mieux pour moins cher. Donc ces gens-là interviennent tout au début, ces formateurs cloud vont intervenir tout au début pour acculturer nos clients, notamment qui souhaitent passer au cloud, et puis ils vont intervenir une fois, et ce sera probablement les mêmes et souvent des gens différents, une fois que la plateforme est en place, il faut expliquer à tout le monde, et là c'est carrément les métiers, les exploitants d'infrastructures, toutes les personnes internes de la société, comment fonctionne la plateforme qu'on leur met à disposition et quels sont les nouveaux usages du quotidien qu'ils vont devoir mettre en œuvre et comment est-ce qu'ils vont accéder aux interfaces des produits, comment est-ce qu'ils vont prendre la main sur tel ou tel système, qu'est-ce qu'ils auront à aller voir ou à faire de manière différente potentiellement par rapport
à ce qu'ils opéraient au préalable. Donc ces formateurs cloud, ils interviennent tout au début pour acculturer l'organisation cliente, et puis ils interviennent une fois que la plateforme est en place pour expliquer comment elle fonctionne à tout le monde. Donc ils ont des sessions de formation. Et puis on a besoin d'experts. Alors là, c'est experts produits avec un grand S, cloud, parce que vous avez bien compris que le cloud, c'est un panel de composants. On a plusieurs centaines de composants chez les éditeurs cloud. En plus, on peut avoir des milliers de composants différents. Mais parmi ces composants, il y en a qui regroupent tellement de choses qu'on a besoin de gens spécialisés pour des thématiques et pour des produits spécialisés. Alors typiquement, quand on passe sur une plateforme cloud, les produits de base n'ont pas besoin d'expertise majeure. Ils sont assez interchangeables, que vous changiez de fournisseur cloud pour aller vers un autre. Les briques d'authentification sont quasiment les mêmes. Par contre, à l'intérieur de ces catalogues de produits, on a des composants qui, eux, nécessitent une vraie expertise parce qu'ils prennent en charge quelque chose d'assez conséquent en termes d'application. Et je vais vous donner un exemple. Alors, je ne vous citerai pas tous les exemples, mais il y a des composants applicatifs. Alors, on va parler de Microsoft et d'Azure. Il y a une brique principale qui a besoin d'une expertise qui est Synapse. Synapse est un composant qui fait beaucoup de choses, mais qui fait tellement de choses que là, il y a besoin d'une expertise produit. Dans ces experts produits, il y en a partout dans la marketplace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous adoptez le cloud, quel que soit d'ailleurs le fournisseur que vous avez, dans les marketplaces, c'est des produits non fournis par le fournisseur cloud, mais qui ont été adaptés à sa plateforme. Alors typiquement, il y a beaucoup de produits, et puis il y a des produits qui nécessitent une expertise pour un produit. Et j'en citerai encore un autre, mais là, la liste est tellement longue que je pourrais. Il y a des composants spécifiques, comme Snowflake, qui est un produit cloud relié avec un fournisseur de cloud, d'ailleurs AWS, Azure ou autre d'ailleurs, ou même son propre cloud. Mais là, il y a besoin d'une expertise sur ce produit-là typique. Et là, on a besoin de ces experts pour mettre en œuvre ces produits très spécifiques qui ont un scope bande large au niveau applicatif. Donc là, on vient de dévoiler la liste des 20. Ce n'est pas la liste des 23 de Didier Deschamps, c'est la liste des 20. Oui. Moi, je vous avouerai, alors c'est une question qu'on n'avait pas évoquée ensemble, moi j'étais très surpris par le nombre de personnes qui peuvent être. Ça veut dire que sur un gros projet cloud, on peut avoir jusqu'à 20 personnes qui interviennent? Alors en fait, on n'aura pas 20 personnes. Je vais vous dire. Ouais, est-ce qu'il y en a qui sont un peu multicascades? Il y en a, à l'intérieur de ces profils-là, il y a des gens qui vont se regrouper, qui vont se recouper. Certains profils vont se chevaucher légèrement. Ça fait du monde. Hein. Mais il y aura généralement une équipe. Par contre, il faut bien comprendre que sur un projet cloud, il n'y aura pas un intervenant. Ça, par contre, c'est impossible. En revanche, ils n'interviennent pas tous au même moment du cycle de vie de mise en œuvre de la plateforme. Vous avez bien compris que les architectes, ils vont faire leur rôle au départ, ils vont concevoir la plateforme. Après, ils n'interviennent pas au quotidien sur la plateforme. Ils viennent voir si on suit bien les plans qu'ils ont donnés au départ, mais ils n'interviennent pas tous les jours. Et donc, j'imagine que, bien entendu, sur certains projets, je me mets à la place d'un client, il a déjà, lui, en magasin, un certain nombre de compétences, de profils. Donc, c'est à la fois un mix de ressources internes et de ressources venant de SN comme Humanis. C'est exactement ça, Cyril. Les équipes cloud pour réaliser une plateforme sont souvent mixtes pour tenir compte des personnes en place dans l'entreprise et puis des trous de compétences qu'il peut y avoir dans l'organisation de l'entreprise cliente. Et c'est là que les ESN interviennent pour fournir le bon profil pour combler ce manque. En tout cas, je pense que c'est bien pour nos clients d'avoir, ou même les candidats, d'avoir cette cartographie parce que ça leur permet de passer en revue. Est-ce qu'il y a encore des trous dans la raquette au sein de notre équipe? Maintenant, je vous propose d'accueillir Marie. Marie Benoît, qui est notre responsable du recrutement chez Humanis. Hein. Donc, c'est un petit peu pour toi que l'on a fait ce live, parce que je sais que toi, tu as de fortes attentes en matière de recrutement. Déjà, tu as vu, on avait 20 métiers. Est-ce qu'il y en a qui sont plus demandés que d'autres? Alors, globalement, ils sont tous demandés, ils sont tous recherchés parce qu'ils vont intervenir à différents moments du projet. Et la difficulté, c'est qu'on est sur des métiers qui sont quand même relativement récents. Le cloud, c'est quelque chose qui est émergent et qui se développe de plus en plus. Donc, on a
pas mal de difficultés à trouver ces ressources-là, d'autant plus quand on cherche des profils expérimentés. Et c'est vrai que les profils ingénieurs cloud sur la partie run, sur la partie build et les profils architectes sont particulièrement compliqués à trouver et à recruter. D'accord. Alors après, il y a toujours aussi une interrogation sur le niveau de seniorité, Oui. parce que Oui. j'ai même entendu ici des gens qui m'ont dit, moi j'ai eu quelqu'un qui disait senior, en fait il est plutôt confirmé, alors que... Oui. Alors, on parle de quoi? De junior, c'est quoi la... Oui, on a effectivement Junior, des expert, catégories. confirmé, senior, c'est ça? Oui, exactement. Et on considère qu'un ingénieur cloud est junior ou débutant dès lors qu'il sort d'école jusqu'à la fin de sa 3e année. À partir de 3 ans, on passe dans la catégorie des confirmés, comme ça jusqu'à 5-6 ans. Et puis ensuite, on va être effectivement dans un niveau d'expertise jusqu'à aller vers de l'architecture. D'accord. Et on est senior à partir de quoi, ce bout de 7 ans? 6 ans, 6-7 ans, oui. D'accord. D'accord. Et si on annonce 15 ans, on est. C'est pas possible parce que le cloud n'existait pas. Il Non, n'existait pas vraiment. Si, ah bon? Il est émergent. On oublie, on coupera. Dommage, on est en direct. Très bien. Et puis, on va quand même parler argent, parce que ce serait quand même. Je pense que c'est une question que se posent les internautes. Les grilles de salaire sur ce type de métier, est-ce qu'il y a une grille officielle? Comment ça marche? Alors, il y a effectivement des indicateurs de marché, il y a des grilles qui sont à disposition, qu'on peut trouver, consulter. Et ça va suivre aussi les catégories qu'on a évoquées plus tôt, hein, de junior, confirmé à senior. Sur les métiers du cloud, quand on débute, on peut débuter autour de 40 000 € brut annuels. Quand on passe à une étape confirmée, on peut commencer à être autour des 50 000 et plus. Et puis au-delà, effectivement, plutôt autour de 60 et évidemment beaucoup plus, et ça peut monter bien plus haut sur des fonctions d'architecture. Un cadre dans le cloud, un gourou, celui qui arrive, tout le monde se tait, on l'écoute. Ça peut quoi? C'est 150, 200 On peut Ouais. être dans ces fourchettes-là. Ouais. On peut discuter sur ces fourchettes-là. D'accord, très bien. Merci de ta transparence, Marie. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va voir s'il y a des questions. On va répondre à vos questions. Donc là, on est en direct, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Et l'idée, c'est d'y répondre de la manière la plus transparente possible, hein. Donc, je vous invite à poser vos questions. Alors, je vois qu'il y a des questions. Il y en a même beaucoup, donc ça fait plaisir. Alors, est-ce que vous recrutez des profils data scientist junior? La réponse est oui. Oui. La réponse est oui. Que ce soit adapté au métier du cloud ou non, mais en tout cas, je pense que tout data scientist va de toute manière aller vers ces plateformes cloud et devra s'adapter justement à ces plateformes et deviendra des data scientists, en tout cas, qui seront adaptés au métier, aux plateformes cloud, tout simplement. Mais oui, on recrute des data scientists juniors et qui vont pouvoir suivre justement l'évolution dont parlait tout à l'heure Marie, pour aller vers des niveaux de seniorité plus importants. Ce qui est intéressant chez Humanis, effectivement, c'est qu'on a le volant de projet data qui permettent à ces profils-là de s'épanouir et d'aller vers des niveaux de seniorité plus importants. Alors, le cloud est-il une couche d'abstraction ajoutée au SI? On peut considérer que c'est une couche d'abstraction, mais le SI existe toujours, il n'a pas la même forme, c'est tout. Donc, je n'aurais pas utilisé le mot abstraction, mais oui, c'est une forme particulière de système d'information, Complémentaire de l'existant. complémentaire de ce qu'on peut garder on-prem ou des choses comme ça. Par contre, ce n'est pas plus ou moins abstrait qu'un système intégré ou qu'un système interne d'une entreprise. C'est d'autres composants, d'autres briques. Là où on peut parler d'abstraction, c'est en tout cas pour les métiers d'exploitation, puisque eux, en fait, ils n'ont plus de machines à opérer, ils n'ont plus de choses à mettre de temps en temps des petits coups de tournevis. Disons que ça marche un peu plus de manière automatisée, puisque l'exploitation de la majorité des composants est prise en charge par le fournisseur cloud. Donc, les gens qui faisaient de l'exploitation dans les systèmes des entreprises, aujourd'hui, doivent adapter leur charge de travail et c'est un peu moins concret au quotidien que ce qu'ils faisaient au préalable. Voilà. Après, il y a toujours cette phase de scripting, de PowerShell, de Bash et autres qui est toujours nécessaire, mais les cloud providers outillent déjà en sortie d'étagère les machines qu'on peut héberger chez eux.
Donc, moins de script, moins de manuel, mais c'est toujours présent. Est-ce que vous recherchez des profils à la recherche d'un premier emploi? Oui. On intègre des profils qui débutent et qui recherchent leur premier emploi. Ouais. On prend aussi des alternants, Et on prend aussi effectivement des alternants, bien sûr. sachant que la philosophie, c'est qu'une alternance réussie, c'est une alternance qui se concrétise en un CDI. Oui, on est systématiquement, et ça c'est vrai aussi pour les stages, dans une logique de pré-embauche, que ce soit pour les stagiaires ou les alternants. Sachant que peut-être, Marie, tu peux nous rappeler un petit peu, aujourd'hui on a combien de postes ouverts sur le cloud et plus généralement? Alors, c'est toujours difficile d'être aussi précis, mais on poste en temps réel l'ensemble de nos offres sur notre site carrière et je pense qu'on a plus de 150 offres aujourd'hui qui sont en ligne, qui vont couvrir toutes les expertises d'humanisme, dont le cloud, et qui couvrent tout type, tout scope d'expérience aussi, hein, du junior au plus confirmé à l'architecte, évidemment. J'ai une question sur les formations. Quelles sont les formations à privilégier pour travailler dans le cloud? Les cursus universitaires ne forment pas spécifiquement au cloud. Donc, la formation, ou si vous voulez, les compétences à acquérir, on va pouvoir les acquérir par des formations données par les fournisseurs cloud eux-mêmes ou par des sites en ligne sous forme de MOOC, par exemple, Coursera ou d'autres sites de référence proposent de l'acculturation avec tout un tas de niveaux d'expérience et de seniorité sur les métiers du cloud et sur des concepts spécifiques liés au cloud. En tout cas, ça s'intègre de plus en plus dans les cursus universitaires, mais pour l'instant, on va dire, il n'y a pas de formation spécifique cloud. Et pourquoi? Ça me paraît étonnant quand même. Parce que... Ça va venir, il faut que c'est récent, il faut simplement que mettre en place un cursus universitaire, ça demande quand même un tout petit peu de temps. Le temps de rédiger le référentiel de cours, ça prend une année, le temps de le penser, de le concevoir, de faire rédiger par tous les intervenants enseignants les supports de cours, il faut un peu de temps. Donc ça va arriver, mais pour l'instant, le meilleur moyen, c'est encore soit de s'auto-former au travers de sites en ligne, parce que là, il y a tout ce qu'il faut, il y a des milliers de sites qui existent, soit de rejoindre des formations éditeurs avec des coupons gratuits, puisque les éditeurs veulent qu'on adopte leur plateforme, donc ils vont vous donner des coupons gratuits pour passer les certifications, les examens et ainsi de suite. Alors tout n'est pas gratuit, bien sûr, mais ça ne coûte pas forcément très cher. Ou de rejoindre Humanis. Ou de rejoindre, bien sûr. Et qu'on vous accompagne vers ces métiers-là à travers nos cursus internes et nos projets. Voilà, mais n'importe quel cursus universitaire ou grande école qui traite de l'informatique ouvre pour les métiers du cloud pour peu qu'on ait une acculturation spécifique. Voilà. Nous, on propose, Marie, des formations. Je suis ingénieur chez Humanis, pas forcément positionné dans le cloud, mais j'aimerais. Oui. On propose, il y a des systèmes de... Il y a en effet des parcours de formation. On a beaucoup travaillé sur la formation en ligne et qui permettent justement à des ingénieurs de travailler leur parcours de carrière. C'est aussi accompagné, hein. Il y a des entretiens RH pour vraiment travailler sur les ambitions, le projet personnel de chacun, et derrière qui se matérialise par de la formation, soit de la formation maison, hein, chez nous, et on peut aussi faire appel à des vouchers effectivement de certification avec certains de nos partenaires qui vont aussi nous accompagner dans cette démarche de formation intensive. Aujourd'hui, quels sont nos grands partenaires cloud? Majoritairement, on va dire les trois principaux, Azure, AWS et GCP, Google, mais ce n'est pas les seuls, puisque les briques applicatives dont je parlais tout à l'heure qui nécessitent de l'expertise nous offrent aussi des parcours de formation. Donc on a des parcours de formation autour de Databricks, qui est un outil spécifique, DataIQ, Synapse. On peut avoir toute une série de spécialisations de formation sur des produits bien spécifiques. Les autres fournisseurs cloud, étant donné que ce n'est pas le cœur de marché d'Humanis, on en fait, mais on n'a pas particulièrement de cursus, sachant que une fois qu'on a compris comment fonctionnait un hébergeur cloud, de passer vers un autre hébergeur, ce n'est pas forcément un grand gap et un gros effort à fournir, c'est simplement d'apprendre le catalogue de services de ce fournisseur-là en comparaison de celui qu'on connaissait au préalable. Donc on peut passer indifféremment d'un éditeur à l'autre sans problème majeur. Il y a quand même une petite phase d'acculturation, mais les trois se ressemblent. Oui. Une question qui n'est pas simple, mais que nous posent tous les candidats, parce qu'on le sait, le marché est tendu, les candidats rencontrent toutes les ESN.
Puis elles arrivent chez Humanis. Et donc la question c'est, ok, j'ai vu tout le monde me veut, mais pourquoi venir chez Humanis? Qu'est-ce qu'on leur répond? Qu'est-ce qui fait mouche généralement? Alors c'est une question. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Et puis après, ça va dépendre de chaque candidat, de ce qu'il recherche. Hein. Le fait de faire une collaboration réussie, c'est une rencontre et c'est qu'on a les mêmes attentes et qu'on propose les mêmes choses que peuvent attendre un candidat. Et donc, en fait, on a des candidats qui vont avoir des attentes fortes et auxquelles Humanis va pouvoir répondre. Et dans ce cas-là, ça va matcher. Mais nous, on est à la fois cabinet de conseil, on est également intégrateur. Donc, on a la capacité à fournir, je dirais, une évolution de carrière pour aller vers les métiers du conseil et de l'expertise très forte, donc la logique d'architecte dont parlait tout à l'heure Yann et Marc, mais également pour quelqu'un de plus junior qui va débuter sa carrière, on va avoir les projets qui vont lui permettre de monter en compétences, de se faire son expérience au travers de projets sur les métiers du cloud, sur le métier du cloud data, qui va lui permettre d'évoluer. Et puis après, on a également aussi une autre approche chez Humanis, qui est la partie communauté de pratique autour des expertises. Et l'idée, c'est justement de pouvoir appartenir à une communauté d'experts à l'intérieur d'Humanis et de pouvoir s'associer à plusieurs mentors sur une technologie, d'autres technologies. Il va y avoir des mentors sur de l'Azure, il va y avoir des mentors sur du GCP, des mentors sur de l'AWS, qui va lui permettre en tout cas d'évoluer et de partager toute une logique de connaissance et de se sentir, je dirais, appartenir à une communauté avec des experts et de pouvoir évoluer, pas qu'au travers des projets, mais au travers de cette communauté-là. Oui, parce que là, tout à l'heure, on parlait de formation, mais la formation, on va dire, elle va donner les bases et elle sera valide, on va dire, 6 mois, 1 an maximum. Les plateformes évoluent très vite et sans pratique, sans jouer avec la plateforme au quotidien, ce qu'on apprend en formation devient très vite obsolète. Donc, sans cette pratique au quotidien de la plateforme, donc soit par les échanges avec les experts, parce qu'on n'est pas forcément confronté à tous les services tous les jours, on peut continuer à monter en compétences et à se maintenir à jour, alors que bon, si on reste on va dire dans son couloir avec sa formation, son projet de 4-5 ans sur la même technologie, on devient très vite obsolète. Est-ce que vous êtes intéressé par des profils freelance? Oui, c'est des profils qui peuvent nous intéresser aussi. Alors, c'est pas forcément dans la logique de recrutement, parce que qui dit freelance dit forcément intervenant externe, mais on n'est pas opposé et on est capable de travailler avec des freelances. On a la logique effectivement de communauté d'experts à l'intérieur d'Humanis, mais sur certaines compétences rares, de toute manière, on s'associe avec un réseau de compétences à l'extérieur d'Humanis, des petites sociétés, voire même des indépendants, qui peuvent venir travailler avec nous sur différents projets parce que on sait très bien que ces compétences sont rares et que ça va nous permettre en tout cas de venir renforcer un projet ou certaines missions avec des personnes qui ne sont pas forcément à l'intérieur de l'analyse. Est-ce que les profils sécurité sont demandés pour travailler dans le cloud? Alors la sécurité, c'est la préoccupation de tous les profils du cloud. Ça veut dire que ça touche tout le monde, en fait, quelle que soit leur activité, quelle que soit la typologie de profil. Normalement, tous les profils dont on a parlé aujourd'hui sont teintés ou, on va dire, sensibilisés à la sécurité, tous. Ils auront soit à la mettre en œuvre, soit à vérifier la mise en application des principes de sécurité dont ils ont la charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire typiquement, je vais vous reprendre un des profils au hasard, le data ingénieur, il ne fait pas n'importe quoi. Il est en charge, comme l'avait dit Stéphane tout à l'heure, de mettre en place les données dans le système. Au passage, il jette un œil pour vérifier s'il n'y a pas des données qu'on lui a demandé de mettre en œuvre sur un composant exposé qui seraient soumises au règlement général de la protection des données. Donc tout le monde est sensibilisé. Le data scientist, lui, il va vérifier que la nature des traitements qu'on lui a demandé d'opérer est conforme à une saine motivation, puisque je vous rappelle que dans cette règle générale, on doit motiver certains traitements qui sont appliqués sur des données sensibles. Mais tout le monde est sensibilisé à la sécurité.
scientiste va éviter de ramener des données personnelles de la plateforme sur son PC Par perso, exemple. qui est plus puissant que celui de la plateforme. Voilà. Mais on peut avoir aussi le FinOps contrôleur de gestion. J'ai un exemple sur lequel c'était lui qui avait trouvé une faille de sécurité et détecté une fuite de données en épluchant la facture, puisque dans le cloud, tout se paye. Et il avait vu une ligne qui correspondait à un téléchargement de données qui n'était pas explicable à l'endroit où il a trouvé la ligne de facturation. Donc tout le monde est sensibilisé à la sécurité, tout le monde peut intervenir dessus, et tout le monde a en charge la sécurité de la plateforme. Très bien. Est-ce qu'il y a des opportunités d'embauche en mode télétravail? Alors, oui. Oui, mais pas en full TT. C'est-à-dire que si la question c'est est-ce qu'on est sur du full remote, sur du 100% télétravail, non, aujourd'hui, c'est pas, on n'a pas ce type d'opportunité. Après, le télétravail, effectivement, c'est rentré dans la norme et nous, on le pratiquait déjà depuis 2019. Donc, on avait déjà pris des dispositions avant, mais c'est une part de télétravail et de présentiel. Dernière question, est-ce que vous êtes présent en région? Oui. Bien sûr. En fait, on a une activité, aujourd'hui, la direction de conseil qu'on représente et la direction des opérations a une activité en Ile-de-France, mais on retrouve la même organisation et les mêmes projets et les mêmes interactions en région, donc avec les mêmes types de recrutement également pour la région. Donc, au niveau des centres de services, on a des centres de services à Tours, à Lyon, à Nantes, à Lille, à Aix-en-Provence, voire même à Toulouse. Et donc avec des projets qui sont orientés autour du cloud dans toutes ces régions-là. Donc on recrute également sur ces sujets-là. Et ça va même au-delà de la région parce qu'effectivement on a un développement international et également sur la Suisse, le Luxembourg, on a également, et l'Espagne, on a également ce même type de demande. Donc, quel que soit le lieu en France, vous serez reçu à bras ouverts. Exactement. Hein, c'est ce qu'il faut retenir. J'ai une nouvelle question. Est-ce qu'il y a des métiers de développeurs chez Humanis avec des débouchés en gestion de projet IT? Oui, bien sûr. Développeurs au sens cloud, oui, il y a plusieurs aspects de développement du sens cloud. Donc il y a ceux qui vont développer en cloud native, donc les gens qui vont développer des applications conçues pour le cloud. Et puis j'en ai parlé tout à l'heure plus ou moins, les gens qui vont adapter des solutions logicielles qui existaient au préalable, les adapter au monde du cloud. Alors typiquement, c'est des gens qui vont principalement se focaliser autour de la conteneurisation, parce que c'est une solution pratique. Je sais que c'est pas beau. Moi, personnellement, je n'aime pas, mais j'ai eu les yeux noirs de mon collègue. Mais en fait, on va adapter des charges de travail, donc des développements qui existaient sur des plateformes on-prem, on va les adapter au cloud avec toute une série de choses. Donc oui, il y a des métiers de développement autour. L'expertise, l'architecture n'est pas la seule possibilité d'évolution de carrière pour un développeur. Bien sûr. On peut tout à fait envisager, et ça fait partie des parcours de carrière chez Humanis, d'avoir quelqu'un qui commence par le développement IT et qui ensuite passe plus vers le management de projet, voire plus avec la direction de projet et autres. En revanche, pour finir avec la question, puisqu'on parlait de projet IT, le cloud, c'est de l'IT. Donc oui, tout dépend. En revanche, si on veut faire que du développement autour de scripts de PowerShell ou de choses comme ça, ce qu'on voit sur les plateformes on-prem, ce qu'on appelle les projets de type IT, sur le cloud, il y en a un peu moins besoin. C'est ce que vous a dit Yann tout à l'heure lorsqu'il a parlé du fait que oui, il y aura des développements de chaînes outillées, de choses comme ça, qui sont normalement dédiées au métier de l'IT. Il y en aura sur le cloud, mais beaucoup moins qu'on en aurait eu sur des plateformes on-prem. Une question sur l'international. Est-ce qu'il y a des offres ouvertes à l'international? C'est ce que j'ai dit il y a 3 minutes. Effectivement, il y a des offres internationales, même pour aller beaucoup plus loin que ce que je disais tout à l'heure. Donc on a la Suisse, le Luxembourg, l'Espagne. On a également le Maroc avec un centre de service au Maroc. Et comme on opère justement également des projets depuis le Maroc, effectivement, c'est des recrutements qu'on peut faire autour de ces métiers du cloud également sur ces entités-là. Très bien. Bon, ce que je vous propose, c'est de conclure. Je vois il est 56. Déjà, je tenais à vous remercier, hein, Marie, Marc, Stéphane, Yann. Merci d'avoir joué le jeu du live. On commence à prendre l'habitude, mais
Je trouve qu'à chaque fois, c'est un exercice à la fois sympathique et je l'espère, on arrive à faire passer des messages. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont regardés. J'espère que vous en saurez plus sur les métiers du cloud et surtout, j'espère que ça vous donnera envie de vous intéresser à Humanis et qui sait, adressez-nous votre CV. Je vous dis, actuellement, le marché est extrêmement tendu. Donc profitez-en, il y a certainement de belles opportunités à saisir chez Humanis. Enfin, je remercie aussi toute l'équipe, Stan derrière la caméra, Charlène et Florian juste derrière, là, qui assurent le back-office de notre live. Et surtout, je vous souhaite d'excellentes vacances et on vous donne rendez-vous à la rentrée le 9 septembre. Alors, on va parler d'un sujet tout autre, on va parler de chatbot IT. On aura notamment le témoignage d'un client qui est Pôle emploi et vous verrez comment cette technologie, le chatbot IT, permet à la fois d'améliorer la qualité du support informatique tout en réduisant les coûts. Voilà, donc c'est peut-être un de vos enjeux. Donc si c'est le cas, je vous invite à assister à ce live le 9 septembre. Merci à tous et à très bientôt et surtout excellentes vacances.